Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette bataille des idées. Donc là ce soir nous allons parler du verdissement de la finance et de la financiarisation des verts. Puisque l'un en fait est en train de compléter l'autre. Et surtout, c'est pas un débat académique, mais c'est quelque chose qui est au cœur de la situation dans laquelle on est, où en fait ce que M. Larouche aux États-Unis, ce que Jacques Chinaud en France, donc depuis surtout sa campagne présidentielle de 1995, n'ont pas anticipé, c'est-à-dire qu'on a un système qui est enfermé, obsédé par ses propres critères, son propre paradigme, et qui ne voit plus, aveuglé, marche comme quelqu'un, les yeux blindés, marche dans un champ de mine. Donc c'est à peu près sûr que dans ces conditions-là, il n'y a pas de survie. Donc, avant de parler du verdissement de la finance, donc deux mots sur la finance en tant que telle. Donc toute cette question de la bulle verte ou du verdissement de la finance est surtout venue après le krach de 2007-2008, où donc les grandes leçons que nos élites financières ont tirées du krach de 2008, c'est qu'il faut tout changer pour ne rien changer. S'il y avait une crise de solvabilité, c'est très simple, on va doubler les fonds propres, qui souvent sont des fonds pas très propres. Et deuxièmement, s'il y a des problèmes de liquidité, parce que souvent les banques font faillite faute de liquidité, on va faire marcher donc la planche à billets, non pas pour alimenter la création de richesses dans le monde, mais pour créer une espèce de morphine monétaire qui va tourner en rond, où on va créer de l'argent avec de l'argent sans fin. Donc le résultat de tout ça, alors que beaucoup d'analystes disaient que le problème de 2008, ça a été qu'il y avait trop de crédits, notamment les fameux subprimes, les crédits à des gens dont on savait qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Évidemment, si vous arrosez pendant 10 ans toute l'économie mondiale avec de l'argent pas cher, vous recréez donc un énorme problème d'endettement et de surendettement. Donc aujourd'hui, la dette mondiale a explosé à 250 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 fois le PIB mondial. Ça fait 20% de plus qu'en 2007. Au même temps, donc, l'explosion de la spéculation, parce que, comme vous le savez, il y a des taux extrêmement bas, même à zéro. Et donc, puisque les banques ne peuvent plus vivre des dépôts, il faut qu'ils spéculent encore plus qu'auparavant pour se faire des marges, pour tenir. Ensuite, l'explosion des dark pools, l'économie de l'ombre. Alors, il y a des chiffres dans tous les sens. Je retiens le chiffre de 100 milliards d'euros par mois, échangés donc totalement en dehors de toute autorité monétaire, toute comptabilité, donc un système de l'économie de l'ombre, les fameux dark pools, ce qui fait en gros à peu près 1 million de milliards de dollars, c'est-à-dire 12 fois le PIB mondial de valeur à risque qui tourne sans réellement se transformer dans de la prospérité de l'économie réelle. Donc ça c'est un petit graphique sur la dette donc, mondiale qui a remonté de 20% pour arriver à ces 250 000 milliards. Ce qui est donc 3,2 fois le PIB mondial. Alors, dans ce mois d'octobre, donc le Fonds monétaire international, qui n'est pas connu comme une organisation catastrophiste, nous dit qu'en cas de ralentissement marqué de l'activité, et ça veut dire de sous-entendu un conflit commercial, par exemple, entre les États-Unis et la Chine, 40% de la dette des entreprises dans les 8 plus grandes économies, soit 19 000 milliards de dollars, serait exposée à un risque de défaut, soit plus que le niveau observé durant la dernière crise financière. Donc au niveau dette, au niveau spéculation et au niveau de mauvaise dette, la situation aujourd'hui est bien pire qu'en 2007.
Alors, il y a plusieurs indicateurs que je ne vais pas lister ce soir. Le plus frappant, c'est ce qui se passe maintenant tous les soirs aux États-Unis avec les fameuses opérations repo, c'est-à-dire le crédit interbancaire, puisque les banques, entre elles, dans une situation normale, se prêtent de l'argent pour compenser certains excès et déficits. Normalement, c'est un taux extrêmement bas. Et là, tout d'un coup, vers septembre, octobre, ce taux, tout d'un coup, est passé à 8%. Ce qui fait que la Réserve fédérale, maintenant, donc vous le voyez dans le graphique à droite, tous les jours propose entre 60 et 100 milliards de dollars, puisque les banques, quelque part, il doit y avoir une très grande banque en faillite ou un très grand joueur du marché qui a fait des mauvais paris, par exemple sur le pétrole de schiste. Donc il y a une énorme faillite dans le système qui n'est pas outé, n'est pas rendu public, qui fait que les banques ne veulent plus se prêter de l'argent entre elles, même sur 24 heures. Donc la Réserve fédérale est obligée non seulement de faire des grosses injections mensuelles, mais elle en fait au niveau quotidien et au niveau de tous les soirs, entre 60 et 100, je crois qu'il y a hier, c'était encore 40 ou 50 milliards de dollars, donc qui est prêté à très court terme pour éviter que le système explose. Donc tout ça pour dire que le thermomètre, que le malade prend la même couleur que le thermomètre, et que c'est extrêmement dangereux, que tout peut se passer. Vous l'avez peut-être vu avec WeWorks, qui était donc surévalué à 47 milliards de dollars, qui est tout d'un coup s'est effondré parce qu'on se rend compte que c'est une bulle et que tout le monde met de l'argent là-dedans parce qu'on ne veut pas arrêter un nouveau Facebook, on ne sait jamais. Donc on se rend plus compte quand les licornes deviennent des mammouths et quand ils explosent. Alors, donc depuis 2007, il y a des gens qui disent, comme toujours, il faut préparer de nouvelles bulles, il faut déménager parce qu'on doit surfer. Il y a des gens qui font énormément d'argent avec les cracks financiers et les bulles, puisqu'on peut gagner quand ça monte et on peut gagner beaucoup quand ça chute. Et la question, c'est de bien connaître à quel moment on fait quoi. Donc le système financier aujourd'hui marche plus sur la base de crédit bancaire, essentiellement grâce à des émissions obligataires ou des émissions d'actions qui sont ensuite titrisées, c'est-à-dire qu'on va émettre des titres qui sont garantis par des obligations ou des actions, et ensuite pour se couvrir contre le risque de ces titres très risqués qu'on vient de créer, là, vous devez en même temps acheter des produits dérivés qui vous couvrent contre le risque que vous voulez bien accepter. Donc tout ce qui était pas vert aujourd'hui, donc on passe aux green bonds, les obligations vertes, on passe aux green assets, les actions vertes, on passe à la titrisation verte et aux produits dérivés également verts. Alors, où en sont les green bonds aujourd'hui? Si vous prenez le total cumulé, on est à peu près à 1000 milliards de dollars. Ça a surtout décollé à partir de 2012. Je vais vous montrer, ici vous le voyez, donc le graphique de gauche. Vous voyez là, ça quand même, ça attire, ça monte. Donc il y a de l'argent à faire. Donc là, vous voyez, si vous êtes si vous avez investi en 2007, en 2014, waouh, c'est pas mal. Karim, oui. Est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots ce qu'est un green bond? Un green bond, en réalité, pour l'instant, c'est une espèce d'ectoplasme. Parce que normalement, on est passé de quelque chose de très vague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une énorme bataille des gens qui sont qui font les normes pour définir qu'est-ce qui est acceptable comme un green bond. Donc, alors au début, on avait les ESG, on avait des obligations à responsabilité environnementale, verte et de gouvernance. Parce qu'il n'y avait pas de travail d'enfant, parce que c'était pas dans une dictature, etc. Après, c'est devenu les green bonds, et maintenant on parle beaucoup plus des climate bonds, c'est-à-dire que c'est spécifiquement donc lié à
une économie décarbonée. Donc c'est de plus en plus précis, mais par exemple la Chine, qui est le plus grand émetteur du monde d'obligations vertes, avec 16% du marché, elle émet donc des titres, les gens achètent des obligations en Chine, avec l'argent, la Chine ferme des centrales au charbon qui sont vieilles, elle construit des nouvelles centrales au charbon qui sont beaucoup plus propres, d'ailleurs que la plupart des centrales de charbon en Allemagne ou en Europe. Donc, dans les faits, évidemment, les écologistes les plus fanatiques, pour eux, c'est du greenwashing dans tous les sens. Donc c'est encore une partie de la bataille, disons, ça rajoute au... Je veux juste dire que il y a encore beaucoup de flou dans le tuyau, et c'est pour ça que je dis c'est un ectoplasme, parce que c'est pas tout à fait bien défini pour l'instant. Donc, ce que je voulais montrer, aujourd'hui, c'est cumulé 1000 milliards de dollars, donc si vous rajoutez tous les années, là, dans la deuxième graphique, là, si vous ajoutez 2012, 2013, 2014, vous arrivez à la somme de 1000 milliards. C'est toujours pas beaucoup, c'est moins d'1% du PIB mondial, hein, qui est 84 740. En 2019, donc, dès le 1er janvier 2019, Bloomberg a dit qu'on allait dépasser le seuil de 200 milliards de dollars en 2019. Mais bon, ils avaient déjà la même chose en 2016. Et ça n'a jamais eu lieu. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que 50% des échanges des obligations vertes se passent au Luxembourg. Là, il faut savoir qu'au Luxembourg, un quart du PIB du Luxembourg est défini par une grande banque américaine qui s'appelle State Bank, qui est une banque de Boston très ancienne, qui est extrêmement investie là-dedans. Donc, comme je vous ai dit, il y a 300 émetteurs, ça peut être donc des banques, mais aussi des entreprises. Ça peut être Au début, ça a commencé avec des municipalités, en fait, qui ont émis les solar bonds sur la base d'énergie solaire. Et donc, la France est toujours là où ça bouge. Donc, le Crédit Agricole Corporate Investment Bank, donc, elle est donc le premier fabricant, donc elle est appelée pour ses compétences pour monter les projets. Donc elle tient 7% des green bonds dans le monde ont été fabriqués par le Crédit Agricole. Voilà, bien à savoir. Alors, donc le graphique de gauche, c'est de 2014 ou de 2015. Bon, maintenant, si vous regardez la situation aujourd'hui, donc à droite, vous vous rendez compte, et ça c'est les échos qui le disent, la croissance des volumes s'essouffle. Donc la fameuse bulle verte où tous les surfeurs pensaient monter sur le haut de la vague, voilà, entre 2017 et 2018, voilà, ça n'a pas doublé. Hein. Ça a à peine été égal. Et 2019, on ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'on en est. C'est plutôt dans le flou. Donc c'est un peu panique à bord. Et comme toujours, la psychologie et la sociologie jouent un énorme rôle dans la valeur de ces titres. Et c'est là où, pourquoi je fais tout ça? Parce que ça vous permet de voir qu'aujourd'hui, il y a panique à bord dans la bulle verte, et que pour rattraper cette bulle et la regonfler, il faut un mouvement de masse. Il faut un mouvement, il faut des gens qui descendent dans la rue, et qui disent que la température monte, et qu'il faut tout de suite sortir du carbone, parce qu'à ce moment-là, tout l'argent qui est aujourd'hui investi dans le carbone, il va aller dans cette bulle. Voilà. Donc on va dégonfler une bulle pour en regonfler une autre. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, avant de faire ça, il faut une étude de l'université. Donc là, vous avez une étude de l'université de Londres. C'est un article donc, de 2015. Donc c'est une étude qui dit il y a 80%. Parce que la question est la suivante, c'est que c'est des logiciens, c'est des ordinateurs et des aristotes. Ils font les calculs. Ils disent voilà, si on brûle tout le charbon, tout le gaz et tout le pétrole qui est dans le sous-sol, de combien est-ce qu'on va dépasser la température? Parce que maintenant on a quantifié, on dit si on ajoute
tant de CO2, on aura tant de hausse de température. Donc eux font le calcul dans le sens inverse. Et je vous le montre ici. Parce qu'eux, ils disent, ça s'appelle Unburnable Fossil Fuels, hydrocarbures qu'on ne peut plus consommer. Donc ils disent, si on veut rester sous les 2 degrés, il faut ne pas consommer donc 82% des ressources en charbon qui sont dans le sous-sol de la Terre. Il ne faut pas exploiter 49% du gaz qui est dans le sous-sol de la Terre. Il ne faut pas extraire 33% du pétrole qui est toujours dans le sous-sol. Alors pour les États-Unis, c'est pire, c'est 92% du charbon qu'il faut plus exploiter. Mais pour l'Afrique, alors moi je veux bien que des pays avancés en Europe, aux États-Unis, on peut imaginer d'abandonner le charbon et de passer au nucléaire et au gaz. Mais quand on parle de l'Afrique ou de l'Inde ou de la Chine, demander à l'Afrique d'abandonner 21% de son gaz et 33% de son gaz, non, 33% de son gaz, 21% de son pétrole et 85% de son charbon, demander ça aux pays africains aujourd'hui du jour au lendemain, c'est condamner littéralement des milliers de gens à la mort. C'est ça à quoi ça revient. Donc, voilà, ces gens-là donc ont fait des calculs. Alors, la personne qui est au centre de tout ça, c'est ces 2 personnes, c'est pas une mais 2 personnes. Donc, à gauche, Mark Carney, qui est un ancien de Goldman Sachs, qui aujourd'hui donc c'est un Canadien qui était à Goldman Sachs, qui est aujourd'hui donc le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et à droite, donc Michael Bloomberg, qui était le maire de New York, qui est un milliardaire. Donc 2 personnes qui ne connaissent rien à la chimie, ne connaissent rien à la physique, ne connaissent rien au climat. Mais ce sont aujourd'hui ceux qui dirigent. Là, vous les voyez donc à la conférence sur les changements climatiques 2015, donc à Paris, à la COP21. À la COP21, Mark Carney, donc à gauche, était venu en tant que représentant du Conseil de stabilité de la Banque des règlements internationaux. C'est-à-dire qu'il a le feu vert de tous les banquiers centraux qui se réunissent tous les mois avec lui à Bâle pour discuter de ces choses-là. Et lui, il a dit, voilà, j'ai le plaisir, on va lancer un groupe d'études sur les risques posés par le changement climatique, et l'homme qui va diriger tout ça, c'est Michael Bloomberg. Alors avant de... Alors, le raisonnement que font ces gens-là, il est double. C'est que, d'un côté, ils sont en train de dire, ils ont la même analyse sur l'obsolescence technologique. L'obsolescence technologique. C'est-à-dire, normalement, si aujourd'hui vous produisez des carrosses en or pour Louis XIV, en fait, votre entreprise, elle n'aura pas beaucoup de valeur sur le marché. Parce que nous sommes passés littéralement dans un autre monde où ces carrosses en or, c'est pas vraiment l'économie du futur. Donc normalement, il est normal que régulièrement, par le progrès scientifique et technologique, il y a des choses qui avaient de la valeur hier, mais qui aujourd'hui n'en ont plus. Simplement parce que, puisqu'en permanence, par les découvertes scientifiques et technologiques, l'homme va redéfinir les ressources. Donc il y a des choses qu'on va immédiatement abandonner, comme on a abandonné le charbon de bois. Le jour où on a développé le coke pour faire de l'acier, on a arrêté de déforester toute l'Europe pour avoir du charbon de bois, et on a pris le coke parce que c'était beaucoup plus efficace, moins cher, et ça prenait beaucoup moins d'efforts. Donc tous ces gens-là sont en train de dire, c'est ce que le propos de Mark Carney, c'est de dire aujourd'hui il y a 20 000 milliards de dollars qui est lié directement au pétrole. Maintenant, si pour des raisons scientifiques, climatologiques, pour des raisons politiques et sociaux, en fait, on ne peut plus s'en servir, parce qu'il y a contestation, ça veut dire que ces 20 000 milliards, du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien. Parce que comme a prouvé l'université, qui évidemment a été gentiment encouragée par Mark Carney, comme les études de l'université ont démontré, ce truc-là, ça ne vaut plus rien. Donc, ce qu'on appelle un moment Minsky du climat. Minsky, c'est un économiste qui disait qu'il y a des moments extraordinaires de retournement des marchés où tout d'un coup, ce qui avait de la valeur, on peut tout perdre. Alors,
ça a été aussi reconnu par un monsieur qui s'appelle Thierry Lepers, qui est un spécialiste français de l'énergie, qui a écrit un livre qui s'appelle L'hydrogène, le nouveau pétrole. Alors, je le cite parce que c'est quand même intéressant. Il fait la comparaison entre les subprimes et les intérêts, ce qui est investi aujourd'hui dans le pétrole. Alors, il dit, en 2008, tout était basé, les subprimes étaient fondés sur une forte conviction, le marché américain de l'immobilier n'ayant pas baissé depuis plusieurs générations, il ne baisserait jamais. Parce qu'on prêtait de l'argent, si les gens ne pouvaient pas payer, on confisquait leur maison, on la vendait, et avec la maison vendue, on se remboursait largement. Donc, puisque la valeur immobilière ne faisait que monter, donc on ne pouvait pas perdre. Cependant, lorsque la bulle immobilière alimentée par les subprimes touche en 2007 le point de bascule ou de retournement, tous les acteurs, banquiers, professionnels, pouvoirs publics, sont dans le déni. Ils ne veulent pas croire que le marché puisse baisser. Tous, sauf quelques archéologues financiers qui démontent le château de cartes, les subprimes, et acquièrent la certitude que cette construction va s'effondrer. C'est la partie la moins morale de l'histoire. Pourquoi ne pas en profiter pour vendre à découvert, to short, en anglais, les titres des établissements bancaires impliqués dans les subprimes. Les marchés passent en un instant de la confiance fondée sur le déni à la panique, comme dans un effet papillon surmultiplié. Voilà un moment Minsky. C'est-à-dire que les gens les plus insiders, les mieux renseignés, à un moment donné, ils vont tout vendre à perte. Et à ce moment-là, tout le système peut partir dans le décor. Alors, ça a failli déjà commencer donc, en 2018, quand le grand fonds souverain norvégien a décidé de vendre. Ils ont annoncé, vous savez que les Norvégiens ont fait tout leur argent avec le pétrole et les gaz dans la mer du Nord. Ils ont mis tout dans un fonds géré par la Banque centrale du Norvège. Ça ne va pas du tout dans le budget du pays. Avec ça, ils investissent. Mais ils ont peur qu'ils peuvent tout perdre. Et en 2018, ils ont annoncé qu'ils vont tout vendre, tout ce qu'ils ont dans le pétrole. Déjà, ils sont sortis du charbon. Et c'est le plus grand fonds souverain du monde, hein, plus grand que les Chinois ou le Qatar. Ça a fait déjà frissonner pas mal de monde. Donc là, vous voyez donc à la COP 21, dans les textes qu'on prépare, puisque donc je partage une partie des recherches qu'on a fait donc, avec une équipe internationale de militants et de journalistes sur ces questions-là, et il y a déjà donc un rapport qu'on a publié en anglais, je l'ai là, et nous préparons donc une version française mise à jour sur ça. Donc Marc Carnet, donc, ça devient l'homme central de toute cette opération, et il va créer donc plusieurs institutions pour essayer de dire, au lieu d'attendre que tout le système explose avec ce moment Minsky, il faut l'accompagner pour nous préserver. Donc dès 2013, donc, Bloomberg avait déjà créé le Risky Business Initiative. En 2015, donc, Carnet avait parlé devant la Lloyds avant la COP. Après, il s'est imposé, il n'était pas invité à la COP, il s'est imposé de force. Et ensuite, donc, là, donc ça c'est par exemple maintenant. Donc, dès le moment que Trump a été élu, Trump a décidé de sortir des accords de Paris. Bloomberg est venu tout de suite à Paris voir Anne Hidalgo, qui dirige le C40, qui est le groupe des 40 plus grandes villes dans le monde, qui sont tous pour lutter contre le changement climatique, reçu à l'Élysée avec Bloomberg, c'est lui qui finance le C40, bien sûr, pour faire le point. Et donc là, en 2018, ça, on vient de le trouver, cet article, mais là au moins c'est dit, Climate Bailout, donc renflouement par le climat, un outil financier pour sauver le climat. Alors là, c'est un économiste du World Future Council, Conseil mondial sur l'avenir, c'est des gens assez écolos, mais lui, il dit, voilà, ce truc-là, c'est en train d'avoir lieu, il est d'accord avec ce que je viens de dire, mais il dit, si on ne fait rien, ça va très mal se passer, parce que quand les gens vont se rendre compte que ce qu'ils ont, ça ne vaut rien, ils vont le balancer sur le marché, et ça va accélérer la chute. Donc il dit,
On doit maintenant convaincre les banques centrales de devenir des bad banks, c'est-à-dire que les banques centrales doivent maintenant acheter pour 20 000 milliards de titres carbonés, donner des bons titres à la place, et avec ça, tous ces braves gens, évidemment, vous peuvent acheter justement des obligations vertes. Voilà. Et ça se passerait bien, parce que les trucs un peu douteux, on va les mettre dans le frigo, dans les bad banks, en attendant un autre monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout est prêt, techniquement, ces gens-là, c'est pas des imbéciles, donc tout est prêt pour basculer dans cette bulle verte. Ce qui manque, c'est la volonté politique, par des gouvernements qui ne veulent pas y aller, et qui sont aussi sous l'emprise, évidemment aussi de lobbies beaucoup plus anciens, comme le lobby pétrolier notamment, qui existe quand même. Donc ce qui manque, c'est l'opinion publique. Donc il faut prendre à témoin l'opinion publique. Et pour cela, bon, jusqu'à maintenant, on avait deux robots, qui s'appelaient Schwarzenegger et Al Gore. Donc c'était pas vraiment, pour les relations publiques, c'était pas top. Donc, vous voyez là à droite, vous avez Schwarzenegger avec sa voiture. Hein. Tous les jours, quand il va acheter sa baguette à la boulangerie du coin, là, il prend cette espèce d'incinérateur de pétrole pour se déplacer. Et moi, je suis contre le Greta bashing, mais on voit bien que cette jeune femme, parce que maintenant, donc, elle aura 17 ans en janvier, hein, c'est plus le moment de s'habiller comme si on avait 10 ans quand même. Mais donc là, elle dit, c'est son tweet, hein, elle dit « Merci Al Gore pour être un vrai pionnier. Peu de gens ont fait plus que vous. C'est vraiment un honneur pour de vous rencontrer. » Donc, alors là, vous êtes dans l'engineering social où l'enfant est utilisé donc comme un outil de manipulation. Hein. Ça date de Bertrand Russell, j'ai mis quelques citations. Bertrand Russell, déjà en 1952, donc, écrivait « On peut espérer qu'avec le temps, n'importe qui pourra convaincre quiconque de n'importe quoi, pourvu qu'il puisse atteindre le patient lorsqu'il est jeune, disposer d'argent et d'équipements fournis par l'État. » Donc, ça ne tombe pas du ciel. Ensuite, toujours dans le même livre, hein, « Impact of Science on Society », il dit il revient aux futurs scientifiques de préciser ces maximes et de déterminer le goût exact par tête pour faire croire aux enfants que la neige est noire. Quand la technique aurait été perfectionnée, chaque gouvernement ayant la responsabilité d'éduquer une génération sera en mesure de contrôler ces sujets en toute sécurité, sans le recours à une armée ou à des policiers. Plus de gilets jaunes, puisque la neige est noire et tout le monde y croit. Donc, la brave Greta donc, se trouve en reine du climat à la une du Time. Et donc, ce qui est apparu donc, en 2018, c'est le mouvement Extinction Rebellion. Alors, c'est un mouvement essentiellement thérapeutique, c'est-à-dire que ça réunit des gens qui souffrent d'éco-dépression, d'éco-anxiété, et qui consultent des psys et des psychologues qui les ont convaincus que la seule façon pour vraiment traiter cette maladie, il faut aller dans la rue, il faut prêcher, il faut aller en parler à d'autres. Et moi je comprends ça, parce que si vous prenez dans la gueule, comme on dit, tout ce qui passe, vous voyez, il n'y a plus d'abeilles. Les ours blancs, ils sont tous morts maintenant. Il y a 200 espèces par jour qui disparaissent. Nos enfants vont tous être cramés. Hein. Il faut bien voir, aujourd'hui on a des chirurgiens qui rapportent qu'ils ont des jeunes qui viennent, qui demandent à être stérilisés en fait. Ils disent, moi je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas que les enfants vivent l'enfer qui va venir. Stérilisez-moi, s'il vous plaît. Et c'est pas, je sais pas s'il faut pleurer ou en rire, mais donc si vous prenez tout ça dans la tête, effectivement, soit vous allez dans la rue tous les jours crier votre désespoir, soit vous prenez les armes et vous allez les flinguer par an. Donc, alors, là, il y a 3 jours, il y a donc un article qui est sorti sur le site du BBC qui montre que le responsable des finances de ce mouvement XR, Extinction Rebellion, c'est un certain Andrew Medhurst, ancien responsable des produits dérivés chez HSBC et la Lloyds,
Et le monsieur s'est mis au vert. Donc là en bas, vous voyez, il est arrêté. Là, il n'est pas gazé, hein, il n'est pas gazé par la police londonienne. Gentiment, il est raccompagné. Il manifestait évidemment dans les banques, qui sont très méchants. Et les gens par terre, vous voyez, ils disent We can't eat money. L'argent, ça ne se mange pas. Voilà. Alors que ce monsieur, donc, il a monté toutes les affaires de financement donc, de Extinction Rebellion, qui fait que, notamment, à travers les plateformes alternatives, à travers le Bitcoin, à travers les crypto-monnaies, en fait, Extinction Rebellion a réuni plus d'1 million l'année dernière et déjà plus d'1 million cette année-ci. La manif de Londres, le blocage de Londres en octobre 2018 a coûté 1 million à Extinction Rebellion, 37 millions à la police de Londres pour gérer l'événement. C'est quand même le contribuable qui paye. Hein. Mais, en fait, si vous êtes militant à plein temps, vous pouvez vous rembourser jusqu'à 468 € par semaine en tant que militant à plein temps. Voilà. C'est un SMIC et demi, c'est pas mal. C'est socialement acceptable. On pourra émettre des obligations sur cette base. Donc il y a une énorme escroquerie parce que ça défile dans toute la presse. Ils ont toute la presse extrêmement favorable. Et des gens, alors en plus, vous voyez, le premier jour où ils ont manifesté, c'était le même jour, il y avait 240 000 gilets jaunes dans Paris. Le même jour. C'est-à-dire qu'au moment où les financiers veulent extorquer, fermer nos hôpitaux, fermer nos écoles, détruire nos retraites pour faire marcher leur système, tout d'un coup, on aura des gentils écologistes qui font de la résistance non violente, pas comme les gilets jaunes qui sont des grosses brutes. Voilà, donc... alors, quand on regarde le financement, en fait, Extinction Rebellion n'est que le dernier avatar de toute une tribu de mouvements qui a été créée depuis 20 ans. Généralement, les modes de financement sont tous semblables, c'est-à-dire qu'au top, vous avez une oligarchie financière extrêmement petite, une poignée de gens. Par exemple, en Angleterre, il y a un club des millionnaires qui finance les causes environnementales. Il y a 120 personnes. Hein. Parce que si vous n'avez pas le million, vous n'entrez pas dans le club. Ils se réunissent tous les 3 mois. Il y a les Goldschmidt, il y a plein de gens sympathiques. Ensuite, ces gens-là versent de l'argent à des fondations charitables. Et ces fondations charitables, ensuite, versent à des fondations dédiées à des causes, ça peut être le climat ou autre chose. Et ensuite, ces fondations dédiées, à leur tour, versent à des activistes. Donc le lien entre les activistes des marchés et les activistes climatiques, il est assez direct. Alors, voilà, là en haut, vous avez Al Gore et Bloomberg. Bloomberg, c'est quand même 2 milliards, hein, fortune personnelle. Ensuite, au milieu, vous avez un membre de ce club des 120. Et à droite, vous avez le grand mécène, donc, qui s'appelle Trevor Nielsen, qui dirige un fonds, un hedge fund. Et ils ont créé un fonds spécial qui s'appelle le Climate Emergency Fund, qui a donné donc 300 000 livres à Extinction Rebellion pour le démarrage. Ensuite, il y a un groupe rock. Ensuite, il y a eu Chris Hone, d'un autre fonds. Donc là, vous les voyez, un milliardaire, hedge funds, aristocrate, fondation charitable. Et ce réseau en Angleterre qui s'appelle Environmental Funders Network, le EFR. Donc eux, ils donnent de l'argent donc, à différentes choses. En particulier, donc, je vais vous parler plus de la European Climate Foundation, qui gère à peu près 25 millions qui distribue 25 millions de dollars par an, et qui est sous la direction de Laurence Tubiana. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Laurence Tubiana, elle est l'exécutif, c'est la présidente exécutive. Le président du conseil de surveillance de cette même fondation s'appelle Koch-Weser, ancien haut fonctionnaire allemand de la finance, et qui est le vice-président de Deutsche Bank. Donc vraiment un spécialiste très très sérieux de la surveillance, puisque Deutsche Bank est en faillite. Et... bon.
Mais donc, bon, mon écran n'était pas assez grand pour mettre tout ça, mais... Donc le C40, donc c'est complètement financé par Bloomberg et dirigé par Hidalgo, en France. Et après, donc, vous avez le Climate Bonds Initiative, je vais vous en parler. Mais surtout, donc, là, vous l'avez vu, le European Climate Foundation, avec Laurence Tubiana, donc, qui finance surtout donc, en France quelque chose qui s'appelle le réseau Climat Action, qui est un groupe de 22 associations à l'échelle nationale et 10 au niveau régional. Et dans les 22, bah, vous avez Greenpeace, vous allez sortir du nucléaire, et vous avez une organisation dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très très militant sur le terrain, c'est le 350.org. Alors ça s'appelle 350 parce que c'est 350 ppm, particules par million de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Aujourd'hui on est à 420, hein. Donc c'est déjà eux, ils veulent ramener le dioxyde de carbone à 350. Et c'est eux, avec Extinction Rebellion, qui organise évidemment les fameux vendredis pour le climat, quand il y a les grèves des écoles pour les Fridays for Future. Alors, tout ça, c'est d'une corruption et comment dire, il y a des conflits d'intérêts absolument incroyables. Parce qu'en fait, les European Climate Foundation, c'est ce qu'on appelle une fondation des fondations. En fait, c'est 6 grandes fondations qui se sont mis ensemble. En bas, vous avez Pascal Lamy, grand bienfaiteur de l'humanité. Et vous avez donc les 6 fondations, chacun, ils ont une personne évidemment dans la direction. Alors les moins connus, mais en fait les plus importants, c'est la Oak Foundation et la KR, la fondation KR. La Oak Foundation, c'est un milliardaire anglais qui habite à Genève. Cette Oak Foundation distribue tous les ans 221 millions de dollars américains à 330 programmes. Alors ici, là, vous voyez, là, je vous ai imprimé, là, j'ai trouvé l'European Climate Foundation, ils ne rendent même pas leur liste. Donc ici, vous avez tous les gens qui ont eu des dons, hein, vous pouvez la consulter. En tout cas, et à droite, vous avez les Climate Bonds. Alors ça, c'est les gens qui sont carrément dans la promotion, donc les obligations vertes. Et vous voyez en fait que c'est exactement le même, c'est-à-dire, là vous avez conflit d'intérêt total, c'est-à-dire vous avez, moi je veux bien des gens qui militent pour une cause, c'est une chose, mais que si les mêmes gens qui militent pour la cause, en fait, possèdent des fonds spéculatifs qui vont s'enrichir grâce au militantisme qu'ils sont en train de défendre quand ils portent l'autre chapeau, c'est absolument abject. Donc leur programme pour donc rester sous les 2 degrés de réchauffement, c'est le bannissement du charbon, qui produit quand même 27% d'électricité dans l'Union européenne, pas en France, mais pour l'instant c'est comme ça dans l'Europe des 28. Le FMI veut monter une taxe carbone à 75 $ la tonne. Donc là on va passer, suite au mouvement de rue, on va passer à la phase hard, c'est-à-dire plutôt, au lieu d'être incitatif, on va être dans le punitif, c'est-à-dire qu'on va punir pour chasser les gens du carbone, créer les conditions où, par exemple, je ne sais pas, si vous mettez le timbre poste à 100 €, bah, vous n'allez plus envoyer des lettres, vous voyez, parce que voilà, à ce prix-là, on peut y aller à pied, quoi. L'ONU donc a fait une étude disant que 37% des gaz à effet de serre sont émis par la production alimentaire. Du coup, par exemple, aux Pays-Bas, il y a des gens qui proposent de réduire de 50% l'élevage, tout le bétail, porcin et bovin, voilà, quitte à payer un peu les agriculteurs pour qu'ils fassent autre chose, hein. Mais il faut arrêter. L'agence Fitch a proposé de taxer la viande comme un produit nuisible, comme le tabac ou les sodas. Et il y a déjà donc un groupe de députés allemands qui propose de faire passer la TVA sur la viande rouge, de la passer de 7 à 19%. Là, bon, déjà, les gens mangent quasiment... Il y a déjà une forte baisse de la consommation de viande parce que tellement ça devient cher. Donc voilà la perspective qui est sur la table. Ça, c'est la déclaration d'Al Gore il y a quelques jours en disant la seule façon de sauver les accords de la COP 21, c'est de voter contre Trump. Hein, c'est clair, ça mérite d'être clair.
Et donc là, ça, vous le lirez dans le dossier. Et donc après XR, il y a un degré supplémentaire, c'est le mouvement de la Deep Green Resistance. Ça, c'est des gens qui disent que nous, on ne croit pas aux idées, mais on croit qu'à des rapports de force. Et ils disent, nous, on ne croit pas au militantisme. Nous, ce qu'on veut détruire, c'est la civilisation. Parce que si vous dites civilisation, civitas, ça veut dire la cité. Donc, dès qu'il y a une cité, il y a pillage de ressources, il y a extraction de matière de la nature. Donc, si on veut arrêter l'extraction et sauver la nature, on doit détruire les villes. Et ça, bon, ça ne se passera pas gentiment. C'est-à-dire, c'est par l'action directe. On va démanteler la société industrielle. Donc, ils ont écrit tout un manuel basé sur des programmes militaires, sur un manuel de West Point, de l'Académie militaire de West Point, de guerre écologique défensive. Mais pour l'instant, c'est un peu plus. C'est beaucoup de. Ils bombent le torse, mais c'est la menace. Mais il n'est pas exclu, vu plus le désespoir qui anime tous ces mouvements, disant. On aura des milliers de gens qui vont aller dans la rue, qui vont être gazés et se prendre des matraques, et on aura un durcissement, comme dans les années 70, quand on a vu apparaître les brigades rouges Action Directe. Au début, c'était des simples militants, mais qui, à force par le tournant de l'histoire et par le désespoir qui les animait, ont fini par se livrer aux actes les pires. Maintenant, je vais passer la parole à Pierre, qui va nous parler donc de quelle est la matrice culturelle et le paradigme culturel de l'homme et la nature, et de son action avec et sur la nature. Et après, donc, on prendra des questions. Bonsoir. Je voudrais en fait vous parler de quelqu'un qui s'appelait Vladimir Vernadsky, la personne qui est le véritable père de la notion scientifique de biosphère. C'est un grand scientifique, c'était. Et je voudrais surtout vous parler de lui pour chasser certaines idées fausses que l'on se fait en général sur la science, sur la relation entre l'être humain et l'univers dont il fait partie, en fait. Parce que si on veut vraiment s'armer pour répondre à ce bombardement pessimiste que nous subissons tous les jours, à un moment donné, il faut revenir, je dirais, dans les fondements de tout cela. Et je vais commencer par dire une énormité, puis après j'expliquerai. Donc voilà, l'objectivité scientifique, ça n'existe pas. En fait, c'est même le contraire, c'est-à-dire que quand un scientifique expose une théorie, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il exprime d'une manière ou d'une autre, consciemment ou pas, une idéologie à laquelle il adhère. Alors, je ne dis pas ceci pour... je ne considère pas que c'est une mauvaise chose en soi. Je dis simplement que une théorie, c'est jamais quelque chose d'objectif. Ce n'est pas la vérité. C'est une approximation. Parfois, c'est très utile. Parfois, c'est pas utile du tout. Ça peut même être nuisible. Mais dans tous les cas de figure, une théorie, un jour ou l'autre, se sera mis en défaut par une expérience, par la réalité. Donc, une théorie, ça a un caractère essentiellement provisoire. Et en réalité, c'est comme ça que la science avance. Il n'y a pas une progression continue, calme, régulière de la science. Il y a une série de remises en question. Et il arrive même que des fois la science régresse, que certaines grandes découvertes soient oubliées, soient mises au placard et ressortent longtemps après, en fait. Alors, il y a des périodes de régression, et en général, quand la science régresse, la civilisation régresse, ces choses-là vont en même temps, quoi. Alors, il y a toujours, disons, des gens qui sont officiellement des scientifiques, il y a toujours un discours scientifique, mais si on regarde de près ce qu'il y a derrière, on se rend compte
que c'est plutôt de l'ordre de la superstition. Par exemple, à certains moments de l'histoire, on a des théories qui nous ramènent vers quelque chose d'assez proche du culte de Gaïa, de la déesse Terre en fait. Cette idée selon laquelle la Terre est au centre de l'univers. Bon, dans la version antique, c'était Aristote qui effectivement considère que la Terre est au centre et que les planètes tournent autour. Et puis, dans des versions plus modernes de la même idéologie, on a des choses qui s'appellent, par exemple, le retour à la Terre. Il y a un point commun entre ces choses-là, quoi. Et par contre, quand on s'intéresse réellement à l'histoire de la science, et bon, j'ai écrit un livre à ce sujet qui est d'ailleurs à l'entrée, on se rend compte que les véritables révolutions scientifiques sont en général faites par des individus qui ont raison seuls contre tout le monde, et en particulier seuls contre les experts scientifiques reconnus de l'époque. Les experts, ce que j'appelle un peu péjorativement les experts, c'est des gens qui ont appris beaucoup de choses, qui connaissent les théories des autres, qui très rarement ont fait des découvertes par eux-mêmes. Alors pour fixer un peu les idées, on a un exemple assez illustre en France, c'est le cas de Louis Pasteur. Enfin lui c'est pas un expert, c'est le contraire. Les experts de son époque, les médecins le détestaient en fait, parce que c'était pas un médecin, c'était un vulgaire chimiste. Mais le problème, voilà, il faisait pas partie de la caste, mais au XIXe siècle, c'est pas les médecins qui ont révolutionné la médecine, c'est Pasteur. Et l'une des choses absolument horribles qu'il a fait, c'est qu'il a forcé les médecins à se laver les mains avant de toucher les malades. Et ce simple geste a permis de sauver des millions de personnes. Donc, Vladimir Vernadsky, la personne dont je voulais vous parler, en fait, c'est un héritier de Pasteur, mais c'est un Russe, en fait. C'est quelqu'un qui a porté les découvertes de Pasteur plus loin. Et c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup d'années en France. C'est quelqu'un qui, en particulier, a travaillé avec Marie Curie dans les années 20. Et c'est quelqu'un qui est considéré en Russie comme le plus grand scientifique russe du XXe siècle. Et ça, n'importe quel étudiant russe serait capable de vous le dire aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas si avant cette réunion, il y a beaucoup de gens ici qui avaient entendu parler de Vladimir Vernadsky. Un ou deux. Bon, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a rendu de si grands services à son pays. Il a vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle, donc à la fois sous les tsars et sous les soviétiques. De son vivant, personne n'a jamais vraiment osé le toucher. Même Staline. Staline a fait exécuter un certain nombre d'amis de Vernadsky, mais Vernadsky, tant qu'il était vivant, on l'a laissé. Parce qu'il a énormément contribué au développement du pays. Lui, il ne s'intéressait pas disons, il était opposé politiquement aux différents régimes qu'il y avait. Lui, sa préoccupation, c'était comment améliorer les conditions de vie de la population. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il s'est battu pour l'émancipation des serfs, par exemple. Alors, à l'origine, c'était un géologue. C'était un étudiant de Mendeleïev. Et c'est quelqu'un qui a commencé par prospecter le terrain pour aller à la recherche des ressources qui sont nécessaires pour développer l'industrie, pour développer l'économie du pays. Et en faisant ce travail de prospection, il a étudié le vivant. Et là, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de très fascinant dans le vivant, végétal et animal en fait. C'est que le vivant a une tendance essentielle à croître, à se multiplier au point de littéralement conquérir l'environnement et de devenir un facteur géologique de premier plan. Donc c'est une idée qui peut paraître un peu surprenante, mais effectivement, aujourd'hui, vous trouverez difficilement dans la nature, et en particulier, y compris dans la géologie, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, ne porte pas la trace d'un processus vivant. Et j'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Mais pour illustrer cette idée de conquête de l'espace, vous avez quelque chose
qui s'appellent les lichens, par exemple, qui littéralement, ils appellent les pionniers de la végétation. Ils envahissent des déserts, et puis ils changent les conditions environnementales, ils accroissent l'humidité, ils régulent la température, ils rendent l'environnement, ils augmentent la capacité d'accueil de l'environnement à accueillir des espèces vivantes plus évoluées qu'eux-mêmes, en fait. Et ça, c'est une constante dans le développement de la matière vivante. Alors, Vernadsky a considéré qu'il fallait considérer l'ensemble des organismes vivants et l'ensemble de la matière inerte, c'est-à-dire sol, atmosphère, eau, comme un tout unique dans lequel tout interagit, en fait. Et effectivement, le mot biosphère n'est pas de Vernadsky, mais c'est bien lui qui a donné disons, un contenu scientifique à cette notion. Alors c'est un paradoxe intéressant par rapport à aujourd'hui, parce que aujourd'hui tout le monde parle d'écologisme, de biosphère, mais en réalité, dans un pays comme la France, très peu de gens connaissent Vernadsky. C'est d'autant plus scandaleux que le livre phare de Vernadsky, La biosphère, c'est un livre qui a été écrit en français, que vous pouvez trouver à la FNAC sans aucune difficulté, c'est tout à fait facile d'accès. Donc, mystère, comment se fait-il que le fondateur de la biosphère soit un inconnu parmi nous? Et je pense que ce que je vais dire maintenant va vous éclairer un peu sur ce paradoxe. Mais pour bien comprendre la révolution que Vernadsky a introduite, je voudrais dire deux mots sur ce dont on parlait dans la science de l'environnement à son époque, à la fin du 19e siècle. Donc il y avait quelque chose dont on parlait beaucoup, c'était la théorie de l'évolution de Darwin. Alors, Vernadsky est un évolutionniste, mais pas dans le sens darwinien du terme. En fait, j'aurais même tendance à dire Darwin n'est pas vraiment un évolutionniste. L'évolution des espèces, ça fait longtemps avant Darwin, beaucoup de gens travaillent là-dessus. Ce que Darwin introduit de nouveau, c'est ce qu'il appelle la sélection naturelle. C'est une notion très spécifique. Alors, voilà ce que dit Darwin dans son autobiographie. Je lis. En octobre 1838, il m'arriva de lire l'essai de Malthus sur la population. Comme j'étais bien placé pour apprécier la lutte omniprésente pour l'existence, du fait de mes nombreuses observations sur les habitudes des animaux et des plantes, l'idée me vint tout à coup que dans ces circonstances, les variations favorables auraient tendance à être préservées et les défavorables à être détruites. Il en résulterait la formation de nouvelles espèces. J'avais donc enfin trouvé une théorie sur laquelle travailler. Fin de citation. Donc, ce que j'avais souligné dans cette citation, Darwin parle de la lutte omniprésente pour l'existence. Alors ça, c'est un thème qui revient sans arrêt chez tous les idéologues associés à l'Empire britannique, et pas seulement au XIXe siècle. C'est vraiment une constante. Et c'est ça qui est la marque de la sélection naturelle. Alors, avec la sélection naturelle, Darwin énonce simplement que dans la nature, ce sont les espèces les plus aptes à survivre qui survivent au détriment des espèces les moins aptes à survivre. Bon, si vous réfléchissez à ce que je viens de vous dire, ça s'appelle une tautologie, ça ne nous apprend rien de nouveau, et je caricature pas vraiment. Parce que si on voulait vraiment avoir une théorie de l'évolution, ce qui est important, c'est pas de savoir comment les espèces disparaissent. Oui, les moins aptes disparaissent, ok. Bon. Mais ce qui est intéressant, ce qui serait plutôt intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a des nouvelles espèces qui apparaissent. Et ça, Darwin n'en parle pas. Il parle plutôt de variations qui se produisent par hasard. Alors, il ne va pas utiliser le mot hasard, c'est implicite chez lui, mais tous ses successeurs, en fait, ont introduit le hasard et la statistique dans les théories de l'évolution. Ce qui n'est pas le cas de Vernadsky. Mais avant de voir la théorie de l'évolution selon Vernadsky, je voulais aussi souligner le fait que dans la citation que je vous ai lue,
vous avez constaté probablement que Darwin fait référence à l'économiste Thomas Malthus. En fait, et Malthus, bon, tout le monde a plus ou moins entendu parler de lui. C'est un peu la base du système d'économie politique britannique. Donc Malthus disait en gros que la croissance démographique allait épuiser les ressources de la planète et qu'au-delà d'1 milliard d'êtres humains, il y aurait de grandes catastrophes. En particulier, il s'opposait au développement de la médecine. Il proposait qu'on fasse vivre les gens pauvres dans des endroits insalubres de manière à ce qu'il y ait une très forte mortalité infantile. Alors, bien entendu, il n'était pas favorable de faire vivre les races supérieures dont il faisait partie dans des endroits insalubres. La médecine, c'était à la limite acceptable pour les aristocrates britanniques. Mais, disons, ce que l'on oublie en général, c'est que Malthus était un employé de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire un agent de l'Empire britannique, en fait de l'Empire colonial britannique. Et au moment où il écrivait que la croissance démographique allait provoquer des catastrophes et des famines, ses patrons organisaient artificiellement en Inde des famines qui ont réellement tué des millions de personnes. Sur les 150 ans à peu près d'occupation de l'Inde, l'estimation basse, c'est que l'Empire britannique a fait mourir à peu près 60 millions, enfin, au moins 60 millions de personnes de famine, et y compris pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, Nehru, dans son livre, est assez clair. Pour lui, il n'y a pas vraiment de différence entre Hitler, les nazis d'un côté, et puis les Britanniques de l'autre. Et il a effectivement des raisons objectives de considérer qu'il n'y a pas de différence, quoi. Donc voilà, le but de tout ça, effectivement, c'était d'empêcher l'Inde de se développer pour garder le contrôle sur les matières premières. Donc en gros, ce qu'a fait Malthus, c'est qu'il a produit une théorie pseudo-scientifique pour justifier simplement une politique de génocide. Et ça, c'est important de l'avoir en tête si on se pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors pourquoi je dis que Malthus fait une théorie pseudo-scientifique? D'abord, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il avait tort, qu'en particulier, après qu'il ait publié cette théorie, l'humanité a découvert de nouvelles ressources auxquelles il n'avait pas pensé. Mais on a à toutes les époques des néo-malthusiens qui vous diront que Malthus était en avance sur son temps, qu'il avait tort à son époque, que maintenant il aurait raison. Et à toutes les époques, vous avez des gens qui vont vous dire qu'on manque de ressources. Il y a même un peintre célèbre avec une petite moustache qui a parlé de l'espace vital en disant effectivement qu'il fallait exterminer les races inférieures pour que les races supérieures puissent continuer à subsister. Donc ceci étant posé, on peut maintenant comprendre ce que Vernadsky introduit de nouveau dans l'évolution en fait. Alors dans ses travaux sur la biosphère, il essaye de caractériser l'action du vivant. Qu'est-ce qui différencie le vivant du non-vivant? Et l'étalon, la grandeur de mesure qu'il utilise, il appelle ça la migration biogène des éléments chimiques. C'est-à-dire, en gros, ce sont des puissants déplacements d'atomes et de matière qui sont le résultat de l'action du vivant. Je vais expliciter, je vais lire une citation de Vernadsky et vous allez voir, c'est pas très compliqué en réalité. Vernadsky nous dit qu'il y a plusieurs types de migration biogène des éléments chimiques, des atomes. Alors voilà. D'une part, la migration biogène est liée de la façon la plus intime et génétiquement à la matière de l'organisme vivant et à son existence. Cuvier a donné une définition précise et juste de l'organisme vivant durant sa vie comme d'un courant incessant, d'un tourbillon d'atomes qui vient de l'extérieur et y retourne. L'organisme vit aussi longtemps que le courant d'atomes subsiste. Ce courant englobe toute la matière de l'organisme. Chaque organisme par lui-même, ou tous les organismes ensemble, créent continuellement par la respiration, la nutrition, le métabolisme interne, la reproduction, un courant biogène d'atomes
qui construit et maintient la matière vivante. Donc voilà, tant que nous sommes vivants, effectivement, nous échangeons de la matière de manière très spécifique avec notre environnement. C'est des déplacements de matière extrêmement puissants parce que chaque espèce va tendre, suivant la nature de l'espèce, à accumuler certains types d'éléments chimiques préférentiels. Et ces éléments chimiques sont restitués à l'environnement à la mort des individus. Par exemple, le calcium a commencé à être concentré dans les carapaces, les squelettes entre guillemets des invertébrés supérieurs, et puis ensuite dans les squelettes des vertébrés. C'est-à-dire que tous les sites calcaires, toutes les falaises calcaires que vous pouvez voir dans la nature qui se sont formées à la fin du primaire, au début du secondaire, sont en réalité le résultat d'accumulation de calcium issu de cadavres d'animaux, de matière vivante, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de faits géologiques dans la nature qui ne portent pas la trace d'une manière ou d'une autre de l'action du vivant, en fait. Alors il y a d'autres types de migrations biogènes. Il y a les migrations biogènes qui sont liées au déplacement des animaux. Vernadsky en particulier cite les excréments des oiseaux migrateurs qui ont apporté beaucoup de phosphore marin d'origine marine vers l'intérieur des terres. Et puis il y a aussi la migration biogène provoquée par ce qu'il appelle l'activité technique de certains animaux. Bon, les animaux constructeurs comme les termites ou comme les castors par exemple. Et puis, bon, l'être humain a lui-même une activité technique dont je dirai deux mots tout à l'heure. Donc voilà un peu, la migration biogène, c'est en quelque sorte la chose à laquelle s'intéresse Vernadsky pour caractériser l'action du vivant. Et ceci étant posé, donc, il dit voilà, les organismes vivants tendent à se multiplier et à occuper un maximum d'espace. Et il parle de la pression du vivant. C'est très facile à illustrer. Hein. Vous regardez une infrastructure qui n'est pas entretenue, par exemple la ligne C du RER en sortant de Paris, vous allez voir beaucoup de végétation qui sort entre les rails. Dès que effectivement l'être humain arrête d'intervenir, automatiquement la végétation, la nature, le vivant essaye d'occuper l'espace en fait. Alors Vernadsky exprime cette tendance à croître par ce qu'il appelle son premier principe biogéochimique. Alors je vous le lis, c'est très simple. Hein. La migration biogène des éléments chimiques dans la biosphère tend à sa manifestation la plus complète. Voilà, donc c'est l'énoncé de ce principe. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est l'évolution en tant que telle, l'évolution de la biosphère. Alors, je vous rappelle que, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Darwin affirme que l'évolution des espèces ne peut pas être régie par un principe. C'est effectivement des variations qui ont lieu par hasard. Mais c'est un point de départ de Darwin, c'est qu'il ne peut pas y avoir de principe directeur dans l'évolution des espèces vivantes. Circuler, il n'y a rien à voir en fait. Et en fait, Vernadsky a précisément découvert ce que l'idéologie de Darwin a empêché de voir. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un principe directeur. Et ce principe directeur, il lui donne le nom de second principe biogéochimique. Donc je lis l'énoncé, puis après j'explicite. L'évolution des espèces, en aboutissant à la création des nouvelles formes vitales stables, doit se mouvoir dans le sens de l'accroissement de la migration biogène des atomes dans la biosphère. Fin de citation. Autrement dit, l'activité des espèces et l'activité de la biosphère, dans son ensemble, croît au cours des âges, et cela de manière accélérée. Alors ceci, évidemment, produit tout au long de l'évolution des discontinuités, des changements, des changements qui sont de plus en plus brutaux et de plus en plus rapprochés.
Ce qui fait que l'un des effets de ces changements, c'est que il y a effectivement beaucoup d'espèces qui disparaissent. On estime qu'il y a 98% des espèces qui ont vécu sur Terre qui ont disparu de la planète. Et ce n'est pas l'action de l'homme, je veux dire, c'est un fait paléontologique en fait. Alors pour illustrer de manière simple ce que sont ces moments de rupture, je vais donner deux exemples. Bon, le premier, a démarré il y a environ 2,4 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la grande oxydation. Certains appellent ça aussi la catastrophe de l'oxygène. Alors cette expression catastrophe de l'oxygène n'est certainement pas de Vernadsky. C'est l'événement simplement qui a permis à ce que nous ayons une atmosphère riche en oxygène. Parce que avant cette période-là, avant ces 2,4 milliards d'années, la Terre était essentiellement peuplée de bactéries. Pour leur métabolisme, ces bactéries mettaient en œuvre des réactions de fermentation qui sont relativement peu énergétiques. Et à un moment donné, une partie de ces bactéries, les cyanobactéries, se sont mis à produire comme excrément, si je peux dire, un gaz particulièrement toxique, c'est le gaz oxygène. C'est en fait un gaz extrêmement réactif, tellement réactif que la plupart beaucoup d'organismes vivants qui étaient là n'ont pas résisté, qui ont disparu. Certains sont allés continuer leur vie dans des endroits extrêmes. D'autres, par contre, ont réussi à utiliser ce poison mortel de manière avantageuse, en fait. C'est-à-dire que l'oxygène, les réactions d'oxydation, elles produisent beaucoup plus d'énergie que les réactions de fermentation. Donc à partir du moment où certaines espèces vivantes ont su maîtriser ces processus d'oxydation, ça a permis à ce que des espèces beaucoup plus évoluées que les bactéries initiales puissent se développer. C'est-à-dire que sans cette catastrophe, je pense qu'il n'y aurait jamais eu d'êtres vivants pluricellulaires en fait. Donc voilà le passage à l'oxydation. Effectivement, à partir de ce moment-là, les espèces vivantes et la biosphère se sont mis à consommer beaucoup plus d'énergie qu'auparavant. Alors, deuxième exemple célèbre, il y a 65 millions d'années, il y a eu ce qu'on appelle l'extinction KT, c'est-à-dire le passage entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. C'est le passage qui marque la fin du règne des dinosaures et le début de celui des mammifères. Pour simplifier, je dirais que les dinosaures, c'est un peu comme des reptiles. Bon, c'est un sujet qui est très controversé, c'est pas vrai en toute rigueur, mais bon, il y a une différence majeure en tout cas entre les mammifères et les reptiles, ou les mammifères et les dinosaures. C'est que les mammifères consomment beaucoup plus d'énergie que les reptiles par quantité de matière vivante. Je crois qu'en ordre de grandeur, on consomme 10 fois plus d'énergie par kilogramme que les reptiles. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Les mammifères peuvent maintenir les conditions de leurs organismes, notamment la température, de manière extrêmement stable, même quand les conditions extérieures varient. Et la conséquence de ça, c'est que des mammifères, vous pouvez en avoir à l'équateur et au pôle, ils arrivent à vivre dans des conditions assez différentes en fait. Tandis que les reptiles, vous le savez sans doute, dès qu'il fait un peu froid, ils ne peuvent plus bouger tout simplement, parce que l'énergie dont ils ont besoin pour simplement continuer à vivre ne leur permet pas de se déplacer. Tout simplement, il y a plus assez d'énergie, quoi. Donc en fait, oui, les mammifères consomment plus, mais ils ont une plus grande liberté d'action, du coup. Et ce quand même sur quoi je voudrais insister, c'est que au moment où vous avez cette extinction KT,
il ne faut pas croire simplement que vous avez un remplacement des dinosaures par les mammifères. En réalité, c'est toute la biosphère dans son ensemble qui a été transformée. Et ça, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que Vernadsky considère la biosphère comme un organisme unique. Et c'est toute la biosphère végétale, animale, terrestre, maritime, aérienne qui a changé. Par exemple, la végétation s'est mise à produire des fruits qui eux-mêmes contiennent beaucoup plus d'énergie que les feuilles et les graines dont pouvaient se nourrir les organismes vivants, et en particulier les dinosaures. Donc, évidemment, heureusement que cette nourriture a existé, parce que sinon, avec la végétation précédente, les mammifères n'auraient jamais pu trouver l'énergie dont ils avaient besoin. Donc, il faut bien voir que c'est l'ensemble de la biosphère qui a accru sa migration biogène et qui s'est transformée, et pas simplement telle ou telle espèce individuelle. Donc ceci, effectivement, m'amène à la question de l'être humain, parce que, bon, il y a, au cours de l'évolution, toute une série de changements et de ruptures comme ça, et indéniablement, l'être humain, et en particulier à partir de son activité entre guillemets civilisationnelle, donc il y a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'années, a lui-même introduit un changement radical dans le fonctionnement de la biosphère, c'est indéniable, et il a accru énormément la migration biogène des éléments. En particulier, il a créé des états de la matière qui n'existaient pas avant lui. Par la simple activité de métallurgie, par exemple, l'être humain a produit du fer à l'état libre qui n'existait pas. En fait, le fer était toujours sous forme de minerai, sous forme oxydée, mais pas à l'état libre, en fait. Il y a quelque chose qui différencie fondamentalement l'être humain de l'animal, c'est que si vous prenez une espèce animale, tous les individus jouent le même rôle vis-à-vis de leur action dans la biosphère. Chez l'être humain, un individu unique peut provoquer une révolution dans l'ensemble de l'économie. Il suffit effectivement qu'un individu fasse une découverte comme Einstein par exemple, qui transforme complètement la notion de ressources qu'utilise la société humaine en fait. Ce qui veut dire que l'être humain a un pouvoir d'action qui est infiniment plus grand que n'importe quelle autre espèce vivante. Donc, grand pouvoir d'action, ça veut dire, il y a deux aspects. Hein. Vous pouvez le voir à la manière écologiste, dire, voilà, l'être humain, c'est destructeur. Effectivement, l'être humain a la possibilité de tout détruire. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire, si l'être humain a un pouvoir supérieur à toute espèce vivante, ça veut dire qu'il a une plus grande responsabilité que tous les autres vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son espèce et vis-à-vis de la nature. Alors, responsabilité pour faire quoi? Ben, évidemment, pas pour polluer, ça va de soi, mais la responsabilité de l'être humain, si vous suivez la pensée de Vernadsky, c'est surtout pas d'essayer de maintenir à tout prix la biosphère dans un état stable, en fait, puisque justement Vernadsky montre que la biosphère ne fait que se développer et d'accroître son action. Les espèces qui disparaissent, en fait, c'est justement les espèces qui n'arrivent pas, pour des raisons ou d'autres, à participer à cet accroissement de l'activité de la biosphère dans son ensemble. Donc si on essaye de stabiliser quelque chose, en réalité c'est là où on risque de détruire la nature, en fait. C'est le paradoxe qui effectivement peut être très gênant. Mais c'est en fait quelque chose que l'être humain a découvert très tôt, puisque Héraclite avait déjà dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui est constante dans l'univers, c'est le changement, en fait. Alors, c'est intéressant de voir ce que Vernadsky a à dire là-dessus, par rapport à l'action de l'être humain. Alors, voilà la citation. Il faut noter ici deux phénomènes. Premièrement, l'homme, ce qui n'est pas douteux, est né d'une évolution.
Et secondement, en observant le changement qu'il produit dans la migration biogène, on constate que c'est un changement de type nouveau qui, avec le temps, s'accélère avec une rapidité extraordinaire. La forme nouvelle quantitative de la migration biogène correspondant à la civilisation a été préparée par toute l'histoire paléontologique. Où s'arrêtera ce processus, ce fait géologique nouveau, et s'arrêtera-t-il? Fin de citation. Donc voilà, contrairement à tous ceux qui sont venus derrière Vernadsky pour parler de la biosphère, Vernadsky était optimiste en fait, et Vernadsky est mort en 1945, donc c'est pas un bonnet, il sait très bien, effectivement, surtout en tant que russe, quand on sait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il connaît très bien la capacité destructrice que peut avoir l'être humain, mais il considère que l'être humain, avant tout, a effectivement quelque chose de bon, de bon en potentiel en lui, en fait. Donc, Vernadsky aime les êtres humains. C'est effectivement le contraire de Malthus ou de ses héritiers d'aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. L'être humain a donc une responsabilité, je dirais non pas d'arrêter l'évolution, mais plutôt d'être lui-même un facteur conscient du progrès de la biosphère. Alors, pour que ça reste, pour rendre la chose concrète, je vais donner deux exemples et je vais conclure. Donc, l'être humain, par exemple, a la capacité de reverdir les déserts. Comme vous le savez sans doute, nous défendons depuis des années un projet de remise en eau du lac Tchad en Afrique qui permettrait de reverdir le désert en Afrique du Nord, le fameux projet Transaqua. Donc c'est un projet qui, s'il est mis en œuvre, va énormément perturber les équilibres naturels, ça ne fait aucun doute. Et je dois vous dire qu'ici en France, il y a un certain nombre d'universitaires sur lesquels Sébastien Périmoni peut-être pourrait vous dire un peu plus que moi. Disons, les gens qui sont le plus opposés à ce projet de remise en eau du lac Tchad, ce sont effectivement des universitaires écologistes français. Alors, c'est clair que, encore une fois, si on fait ce projet, on va changer l'environnement. Ça pose effectivement un défi et je dirais que on ne peut pas faire n'importe quoi à l'aveuglette. On a une capacité, mais il faut apprendre à découvrir les lois de l'univers aussi. Alors il y a une autre chose, et ça Vernadsky y avait pensé, on le voit dans ses derniers écrits, c'est qu'à un moment donné, l'être humain aura la possibilité d'étendre le domaine de la biosphère. Parce que la biosphère, il n'y a pas de raison que ça se limite à une sphère qui entoure la planète Terre, en fait. Il considère que c'est une chose naturelle qu'à un moment donné, l'être humain a y exploré l'espace. Alors il y a aujourd'hui un projet qui permettrait effectivement, qui est soutenu par l'ESA, et qui permettrait de faire travailler beaucoup de nations ensemble, y compris la Chine, y compris les États-Unis. C'est le projet de village lunaire. Et si vous y réfléchissez un peu, envoyer un être humain dans l'espace, c'est pas envoyer un organisme tout seul. Vous devez créer tout l'environnement qui va lui permettre de vivre, c'est-à-dire que nous dépendons sans arrêt de cycles d'échange de matière avec notre environnement, donc il faut, si on veut effectivement avoir des êtres humains dans l'espace, il faut emporter quelque chose qui va devenir une biosphère en soi en fait. Et nous-mêmes, nous sommes porteurs de millions d'organismes. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, on devrait peut-être interdire le tutoiement, parce que quand on parle à quelqu'un, on s'adresse à des milliers d'êtres humains, d'êtres vivants, pardon. Donc voilà, en gros, il y a des perspectives sur ce que l'être humain peut faire de bon, et ça, il faut effectivement le rappeler un peu à nos amis qui désespèrent un peu trop de la nature humaine. Mais là, effectivement, nous sortons du domaine de la science pure pour entrer dans le domaine de la politique, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler notre affaire à tous. Je vous remercie.
Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de bons qui sont faits pour faire des projets verts et qu'en fait, on est très près de la bulle. Mais en fait, les gens qui font ça, c'est parce que ça leur rapporte énormément. Donc je ne suis pas sûr, si vous voulez, que même si ça se passait, ils ne prépareraient pas une autre vie derrière et que ça leur rapporterait encore plus. Et c'est ça le problème, je veux dire. Alors, que faut-il dénoncer? Et en fait, quand on dit, bon, bah, ça n'a pas vraiment augmenté entre 2018 et 2019, bon, c'est vrai, mais il faut aussi dénoncer pourquoi, parce qu'en fait, les projets ne rapportent pas ou n'ont pas suffisamment d'efficacité, et ça aussi, ça peut se prouver. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, en fait, il faut un peu les démonter, là aussi, je ne sais pas, hein, je vous pose la question. Quoi. Oui, disons, moi je ne suis pas un spécialiste de la finance, mais de toute façon, il y a une crise générale sur le marché obligataire. Et effectivement, comme vous dites, surtout avec des taux d'intérêt là où ils sont, effectivement, les bons verts, c'est éthiquement justifiable, mais évidemment, ça rapporte beaucoup. Si vous êtes actionnaire des sociétés d'autoroutes en France, vous avez 30% de retour sur investissement. Donc, ça n'a rien à voir avec les 1 ou les 2% que vous allez dans les obligations vertes. Maintenant, si vous avez aujourd'hui un livret A ou de l'assurance vie, vous êtes déjà en train de perdre de l'argent. Parce que les taux sont tellement bas. Et si vous calculez l'inflation, dit qu'en réalité, on est dans le principe ce que Jacques avait appelé les faux monnayeurs. C'est-à-dire on a des gens qui créent un capital fictif et qui, à un moment donné, viennent chez vous avec la police et l'armée en disant « Maintenant, moi, je veux des vraies valeurs pour tout ce capital fictif que moi j'ai créé. » Parce que si vous ne donnez pas de la vraie valeur à mon capital fictif, les gens vont se rendre compte que c'est plus que fictif, ça n'existe même plus. Donc ça, c'est une logique de confiscatoire. Avec le bail-in, depuis 2013, on est dans la logique, on considère les épargnants et les déposants dans les banques comme des actionnaires des banques, qu'on peut écrémer pour sauver la banque. Donc on est dans une logique de confiscation des biens. Donc on a un point où ce capitalisme financier est en train de violer la base même du capitalisme, qui était le respect des biens privés, des protégés. Aujourd'hui, ils ne sont plus protégés. J'ai entendu, j'ai noté science et religion quelque part ou... Idéologie. Idéologie. Bon, ça me préoccupe un peu parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale force quand même dans l'apprentissage à forcer les élèves à suivre des méthodes scientifiques pour s'écarter justement de l'idéologie. Donc je suis un peu surpris d'entendre ça. Et puis, si je prends tout ce que vous avez dit, effectivement, en science, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'aimerais bien avoir des exemples de regrets scientifiques, parce que vous en avez parlé, de régression scientifique. Voilà. Mais la science, la méthode scientifique, ce que j'ai compris, hein, parce que je travaille dans la recherche et tout, donc c'est le questionnement, et vous l'avez si bien dit. On fait une théorie, et la théorie, on doit la confronter à la réalité. Donc quand on développe une théorie, il faut que ce soit vérifié par l'expérience. Ça, c'est la méthode scientifique. Donc je suis un peu désorienté, mais voilà. Donc c'est bien. Et... Je voudrais répondre. Je suis un peu embêté parce que je vais être obligé de vous conseiller d'acheter le livre qui est à l'entrée. C'est mon livre. Conflit d'intérêt. Oui, il y a un conflit d'intérêt manifeste là. C'est un livre d'histoire et de philosophie des sciences et effectivement, j'ai beaucoup développé là-dedans la manière dont Leibniz a démonté la méthode de Descartes, qui en fait, la méthode, c'est ce qui permet de déduire des choses de ce que l'on connaît déjà et qui ne permet, c'est l'opposé même de la méthode de l'hypothèse qui permet d'aller au-delà du connu en fait. Alors, on a un problème effectivement en France. Vous savez, il y a Marie Curie a fait à un moment donné
certaines expériences pédagogiques avec un petit groupe d'enfants, dont les siens en particulier, pour non pas impartir une leçon aux enfants, mais pour essayer de les mettre face à des paradoxes physiques simples, sur des faits simples. Pourquoi, par exemple, un œuf va au fond de l'eau ou ne va pas au fond de l'eau suivant que l'eau est salée ou elle ne l'est pas. Donc, l'idée, c'était de mettre les enfants un peu au défi d'émettre des hypothèses et d'essayer de les vérifier. Donc c'est la méthode expérimentale en fait. Hein. On a un paradoxe qui nous intrigue, on essaye de comprendre, donc il faut qu'on émette une hypothèse, et puis cette hypothèse, elle n'a aucune valeur tant que elle n'a pas été validée en fait. Donc l'expérience vient après l'hypothèse, en quelque sorte. Et Marie Curie avait... bon, elle a publié, il y a un livre, je ne sais pas s'il n'est pas épuisé, mais enfin, il y a quelques années, ce livre était sorti, où elle faisait, c'était un peu son cahier d'expérience, quoi, dans lequel elle décrivait ses travaux avec les gamins. Et je ne me rappelle plus si c'était dans le livre ou ailleurs, mais elle a une citation qui est assez terrible vis-à-vis de l'éducation française. Elle dit... des fois, je pense qu'il vaudrait mieux prendre les enfants, les mettre dans des sacs et les noyer plutôt que de les envoyer à l'école française, en fait. Bon, parmi le petit groupe d'enfants qu'il y avait autour d'elle, il y avait sa fille Irène Curie, comme vous le savez, devenue une grande savante et prix Nobel, en fait. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, d'important et qui est un peu un défi pour les enseignants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience, de l'initiative de la main à la pâte, mais c'était l'idée que les enfants, on peut leur faire apprendre des choses par cœur et répéter, mais c'est pas ce que vous avez appris qui définit ce que vous connaissez réellement. Ce que vous connaissez, vous l'avez découvert en fait par vous-même. Et j'avais rencontré il y a 20 ans Yves Quéré, qui était cet académicien qui avait chapeauté l'expérience qui avait été faite sur des milliers d'élèves de CM2. Donc c'était un peu la même chose, la même démarche que Marie Curie en fait. Et des enfants étaient capables effectivement tout d'un coup, à 8-10 ans, de faire des expériences, de faire des hypothèses, de les discuter entre eux, et même des enfants qui étaient considérés comme relativement en retard, je dirais tout d'un coup s'éveiller en fait. Alors il y avait deux paradoxes très intéressants dans la discussion que j'ai eue avec Yves Quéré. La première, c'est qu'il m'a dit il y a deux types d'instituteurs, parce que c'était des classes de CM2. Hein. Il me dit il y a ceux qui sont de formation mathématique et ceux qui sont de formation littéraire. Et moi j'ai dit je suis sûr que c'est les littéraires qui ont les meilleurs résultats. Il m'a dit oui, c'est vrai. C'est vrai parce que les littéraires qui devaient diriger des expériences étaient dans la même position que l'enfant, c'est-à-dire ils ne savaient pas, ils étaient obligés de découvrir avec eux, tandis que le mathématicien avait plutôt tendance à impartir un savoir acquis aux enfants. C'était un peu un réflexe. Donc finalement, avec lui, ça marchait beaucoup moins bien, quoi. Et l'autre chose, j'ai eu la curiosité de poser une question vache à Yves Quéré. Je lui ai dit, bon alors, donc vous avez eu des enfants au CM2 qui se sont avérés très brillants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus l'année suivante? Alors là, il a baissé la tête et il a dit les meilleurs éléments ont été très perturbés quand ils sont retournés dans le système normal. C'est-à-dire, voilà, c'est un problème effectivement auquel beaucoup d'enseignants sont confrontés. Comment, dans une moulinette qui est faite pour formater les gamins, comment est-ce qu'un enseignant honnête peut malgré tout se bagarrer pour éveiller cette chose précieuse qui est la créativité et l'esprit de découverte des gamins en fait. Et ça effectivement, c'est des choses sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé ici aussi. Je pense que je vous recommande d'en discuter avec Odile ici qui travaille sur les questions d'éducation.
Moi j'ai une question. Comment les financiers ils vont s'en sortir si jamais il y a la décroissance? Parce que tous les mouvements qui sont en train de financer, XR, Deep Green Resistance, ils sont pour la décroissance. Donc je comprends pas comment est-ce que les financiers peuvent gagner de l'argent dans la décroissance. Oui, déjà d'abord, je dirais que la décroissance, on l'a déjà, puisque la décroissance de l'économie physique, on y est en réalité. Et donc là, la croissance que eux prévoient, c'est pas une vraie croissance, c'est une croissance purement spéculative, c'est-à-dire qu'ils vont s'enrichir massivement, y compris donc avec un effondrement du système, pas pour un siècle, pour un petit moment. Et c'est comme si vous avez un caniche de 15 kg et vous mettez une puce de 200 kg sur le caniche. Ben voilà, la puce de 200 kg, au début, elle va sucer le sang du caniche, et pendant 5 minutes, ça va très bien, mais après, ben, le parasite, il va mourir avec l'animal qui l'exploite. Donc, ils se détruiront, mais ils nous détruiront avec. Donc, ça porte à réfléchir. Je vais un peu parler à l'américaine et vous balancer des paroles lourdes. Vous connaissez la courbe de la population, car le vrai enjeu, c'est la population, et c'est l'avenir, disons, de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations à naître futures. Alors, la courbe de la population, depuis environ 1800, elle fait ça. Lyndon LaRouche, l'américain et moi-même, nous disons, voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, l'homme a inventé davantage, il a fait comme les mammifères, mais beaucoup plus, il a consommé davantage, il a créé des conditions de compréhension de l'univers plus grandes, et la population s'est élevée, il y a un potentiel de densité démographique qui est devenu plus grand, et il est lié à, évidemment, une densité de flux d'énergie et de technologie plus grande. Donc on crée ainsi un univers qui, pour tous, crée des conditions qui sont relativement meilleures. Qui pourrait témoigner d'abord, ce sont les femmes. On assiste depuis 50 ans à une condition de la femme qui s'est améliorée. C'est une rare chose qui sont améliorées dans l'univers. Maintenant, la même courbe de la population, vous avez M. Al Gore qui vient. Et avant lui, Aurelio Peche, Alexander King, les gens du Club de Rome. Et le modèle Forrester Meadows. Ils disent tous, mais c'est abominable, regardez, dans un monde de ressources limitées, la croissance de la population ne peut pas être illimitée. Ça, vous l'entendez partout, hein. Je crois que même beaucoup d'entre vous le croiront. Ils diront, tiens, c'est logique, c'est cartésien, ça marche. Mais non, ça ne marche pas du tout, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il faut fatalement, à un certain moment, réduire la population. Et ce que vous voyez derrière tout ce mouvement écologique et environnemental, excusez-moi de vous le dire comme ça, n'a rien à voir avec l'environnement, et tout à voir avec la domination de la population. D'où, évidemment, dans les thèses les plus extrêmes, celle de Peche à l'époque, que j'ai moi-même confrontée, là, en tête-à-tête, comme je le ferai avec vous, qui disait « l'homme est une métastase cancéreuse qui se répand dans l'univers et qui le détruit ». Bon, aujourd'hui, Meadows dit « c'est vrai, on est dans ce modèle-là, mais il faudra à un certain moment établir un régime politique qui sera autoritaire, malheureusement, peut-être pour moi, mais qui sera nécessairement autoritaire, et on devra en arriver là. » Donc ça, c'est le type de pensée qui est implicite à ce niveau où, évidemment, ils ont utilisé la pauvre Greta Thunberg, ou d'autres d'ailleurs, comme porte-parole ou communication dans un domaine où ils sont incapables de jouer sur la raison, ils jouent sur l'émotion et sur la sensation, la perception. Je le sens bien, le monde est surpeuplé. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est absolument faux, ou en tout cas relatif. Par rapport à quoi ? Et c'est par rapport à la création humaine, et ces gens-là nient cette capacité de la création humaine, de créer un univers dans lequel on pourra arriver à des conditions de vie et de connaissance qui seront meilleures. Alors, évidemment, ça suppose que certaines idées, certaines théories tombent. L'homme ne peut connaître que par conjecture. Il ne connaît pas par mode définitif de théorie. Et ces conjectures viendront avec d'autres conjectures. Et l'homme découvrira dans cet univers et s'étendra jusque dans l'espace, jusque plus loin que là où il est.
Comme me disait quelqu'un de façon très intéressante, j'ai trouvé une conférence récente sur la civilisation chinoise et européenne, il disait « Sur Terre, la Terre est plate », si j'en prends ma perception, hein, elle est plate là, mais avec ma connaissance, je sais bien qu'elle est sphérique, et je procède à des expériences comme ça d'Ératosthène qui me le démontrent. Donc c'est là que l'esprit humain et l'esprit créateur passent avant d'une analyse physique, simplement physique, de ce qu'est l'univers. Et au-dessus de la biosphère, a dit Vernadsky, il y a la noosphère, c'est-à-dire cette capacité qu'a l'homme de penser et de découvrir ce qui sont les principes qui régissent cet univers. Et on fait une découverte de principes, et on accroît cette capacité de peuplement et de développement de l'homme dans l'univers. Alors, évidemment, maintenant passons brutalement à l'histoire d'aujourd'hui. On est dans le sens inverse. Tous ces milieux financiers là, dont on nous a parlé un peu logiquement, mais concrètement, ça veut dire que ce sont des assassins. Ce qu'ils veulent, c'est détruire une partie de la population humaine, certains d'entre eux l'ont dit, et si vous avez une insurrection de tous les peuples aujourd'hui, depuis le Liban jusqu'à la Guinée, depuis l'Irak jusqu'à l'Argentine, depuis en partie certains milieux en France, les Gilets jaunes, en Allemagne, les agriculteurs, jusque un peu partout. C'est constaté d'ailleurs, on en parle partout, et les gens commencent même eux-mêmes à faire le lien entre cette crise du système financier et monétaire dans lequel on se trouve et cette insurrection des peuples qui ne peuvent plus accepter ni l'austérité financière, ni la dictature financière, ni toute une destruction du lien social, une atomisation de la société. On en est là. Alors, on est proche de quelque chose de plus important, ça va beaucoup vous choquer ce que je vais vous dire là, de plus important que la chute du mur et plus important que la chute de l'Union soviétique. C'est la chute de tout un système qui est en train de tomber sous nos yeux et qui tombera nécessairement. Ça sera soit le chaos, et c'est très possible, hein. Pour l'instant, compte tenu de ce que font la plupart des dirigeants, c'est le chaos qui est à l'horizon, la lutte de tous contre tous, comme disait Hobbes, ou bien on crée quelque chose qui permet de façon cohérente d'assurer un avenir et un développement. Alors, si vous êtes venu ce soir et que vous avez suivi ce qui a été dit, et que vous voyez les implications que j'essaye de vous montrer, je crois que vous ne devez absolument pas nous soutenir, mais soutenir le mouvement que nous portons, vous soutenir, parce que c'est là que se trouve un principe différent de celui qui est en train de se répandre partout aujourd'hui, et qui est devenu une sorte de, je dirais, de principe de doute sur l'être humain, avec les plus extrémistes, qui sont peut-être plus honnêtes, parce qu'ils vont au bout de leur extrémisme, comme Yves Cochet, qui dira il n'y aura plus qu'1 milliard d'êtres humains et ça sera comme ça. D'autres qui disent qu'il faut un permis de procréer. Et toutes ces choses-là sont en train de paraître un peu partout. Hein. Lisez l'Obs, lisez Libération, lisez le Figaro, lisez Le Monde. Vous trouvez toutes ces choses-là. Et ce sont des choses qui parviennent de différents tuyaux, qui sont de plus en plus l'association entre médias, services de renseignement, capitaux financiers qui possèdent les médias, et qui véhiculent ce pessimisme culturel qui fera, pense-t-il, avaler la pilule. Cette pilule, de toute façon, ça ne peut pas marcher de la façon dont on l'a décrit. Cette écologie verte, ce Green New Deal, cette nouvelle donne verte, ça ne peut pas marcher, mais ça peut créer le chaos, ça peut créer la destruction et un système tout à fait anti-humain dans le monde. Donc c'est le défi d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a des foules à Santiago du Chili. C'est pour ça qu'à Buenos Aires, il y a des gens qui manifestent avec le drapeau chilien. Pour qu'ils connaissent les liens entre les Chiliens et les Argentins, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui manifestent en Équateur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui manifestent au Liban. C'est même pour ça, dévoyés, mais avec ce sentiment-là, des gens qui manifestent à Hong Kong, où le prix du logement et les conditions de vie sont déjà pas du tout acceptables. C'est pour ça qu'il y a des gens qui manifestent, je dirais, même dans des pays africains, en Algérie, toutes les manifestations en Algérie. Mais ces gens-là, leur cœur va plus loin que leur raison et plus loin que leur compréhension. Et maintenant, le défi, c'est donner à leur raison les moyens de comprendre, de connaître et d'avoir un projet. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. C'est notre boulot de leur donner. Et chacun ici devrait essayer d'aider, de changer soi-même. Ce qu'on a parlé de ce soir, c'est de se transformer soi-même. Et penser qu'il peut faire un peu plus. Et que l'état du monde lui donne cette exigence profonde en lui-même. Il doit explorer son esprit pour voir comment il peut le faire. Et c'est ça, la politique, par rapport à ce qui a été développé ce soir. Et aussi, chacun ici devrait se penser, comme un ami américain me l'a dit, comme une sorte d'officier chargé d'éclairer
et de former la population pour qu'elle puisse elle-même assimiler des principes plus élevés et par elle-même être inspirée à faire quelque chose qui lui permette d'accoucher un projet. Donc ce que je dirais pour conclure, par rapport à ce qui a été dit ce soir, soyez accoucheurs, soyez inspirateurs, et vous voulez que même un pays comme la France, relativement limité dans sa surface, s'il sort de la vallée des paumés dans laquelle nous sommes, vallée des paumés parce que nous prenons, comme l'Allemagne de l'Est prenait les choses venant de Moscou, ici on prend les choses venant des États-Unis et de Londres, nous avons une chance de nous relever, et avec la France, et avec ce que nous pouvons y faire, avec ce qui est latent dans cet esprit, et qui est toute une tradition d'éducation dans nos pays, nous pouvons vraiment faire quelque chose. J'en suis absolument convaincu, sur ça je ne serai pas là ce soir. Voilà, et je vous donne ce défi à la sortie, dès la sortie, et pas à réfléchir des heures avant d'agir. Ça s'appelle quelque part, cette forme de réflexion-là, et cette forme de doute cartésien, ça a un autre nom pour moi. Ça s'appelle l'impuissance. Merci.